Bonjour Eric. Bonjour Nicolas, bonjour Bouchra. Bonjour. Bon, bienvenue dans le podcast Créacilla, la voix du dirigeant. Merci de m'avoir invité. Ouais, c'est normal. Bon, alors pour commencer, je te propose de te présenter et de présenter ton activité. Oui, avec plaisir. Moi je m'appelle Eric Chaffanel, j'ai 38 ans, je vis à Lyon, j'ai deux enfants. Voilà. J'entreprends depuis environ 6 ans, depuis mes 32 ans. J'ai commencé avec une première entreprise. Là, j'ai une start-up qui s'appelle Feezer. Donc je suis le CEO et cofondateur de Feezer, qui est une start-up dans le domaine du graphisme. Et donc en gros, on propose à nos clients, donc PME et grands comptes aussi, une solution de graphisme premium all-in-one, alors qui est composée d'une partie tech avec une plateforme qu'on met à disposition de nos clients pour qu'ils puissent gérer tous leurs projets de manière simple, voilà, sur une seule et même plateforme. Et d'un autre côté, on propose une équipe dédiée, donc composée d'un chef de projet dédié avec un ou plusieurs graphistes en fonction du secteur d'activité et du type de graphisme qu'ils souhaitent réaliser. Et donc en gros, notre solution permet d'avoir du graphisme rapide, abordable et de qualité. Et donc on aide actuellement environ 150 entreprises. Voilà. Donc ça va de la PME au grand groupe, comme il y a Mano Mano, Swile, Bjorg, plusieurs grandes marques comme ça, meilleurtaux.com. Voilà. Et donc on a lancé ça il y a environ 2 ans et demi maintenant. Et donc voilà, on est en pleine croissance et tout se passe bien. Quand tu parles de graphisme, tu parles de quoi exactement? Des logos, des images de site web Alors, en fait, en graphisme, on a plusieurs catégories de graphisme qu'on propose. On fait tout ce qui est digital, déjà dans un premier temps, c'est-à-dire tout ce qui est post pour les réseaux sociaux, les ads pour Facebook, Instagram, TikTok, etc. On fait aussi tout ce qui est bannière pour les sites, les pictos, voilà, tout ce qui est design pour les sites web et les réseaux sociaux. On a aussi tout ce qui est print, donc ça c'est plutôt traditionnel, ça va être par exemple les flyers, les kakémonos, les plaquettes commerciales, voilà, pas mal de choses comme ça, des stickers, des t-shirts, pas mal de choses. Ensuite, on a tout ce qui est présentation. Donc, ça va être brochure PowerPoint, beaucoup de PowerPoint, par exemple, donc justement avec des cabinets de conseil, avec des agences, etc. Ensuite, on a tout ce qui est web design, donc design de site web, aussi les landing pages, voilà. On a aussi de l'illustration, donc tout ce qui est dessin, voilà. Et du motion design, donc tout ce qui est vidéo. D'accord, ok. C'est assez riche. Du coup, vous faites aussi donc tout ce qui est communication réseaux sociaux. Donc, vous faites même une stratégie de communication, des landing pages, UX et tout ça? Alors non, nous on fait pas tout ce qui est stratégie. Nous en fait on fait que le graphisme. Ça veut dire qu'en gros on va pas faire le contenu. Donc on va pas par exemple rédiger tes contenus pour tes posts ou pour les ads, etc. Parce que tu me parlais de réseaux sociaux. On va pas mettre en place une stratégie de voilà on va publier tel jour, tel jour et tel jour sur tel canal. Par contre on va faire toute la réalisation graphique. C'est-à-dire soit la créa, soit l'exé. Donc, par exemple, pour des petites entreprises, on va faire tout ce qui est créa, plus la production un ou 2, 3 assets, par exemple. Et par exemple, pour des grands groupes comme meilleurtaux.com avec qui on travaille, on va faire une grosse volumétrie d'ads. Donc voilà, pour plusieurs marques, sur différents channels, voilà, sur différents canaux, etc. Pour Facebook, Instagram, etc. Par exemple. D'accord. Donc, en fait, vous partez de commandes qui sont déjà scriptées en quelque sorte. Alors en fait, on part d'un brief, voilà, un brief client. Donc le client fait le brief directement sur notre plateforme, sur la plateforme Feezer. Voilà, il peut travailler en équipe, donc il peut mettre aussi ses collaborateurs. Voilà, tous les collaborateurs font leur brief. Donc un brief, c'est quoi? C'est un titre de commande, un besoin. Voilà, j'aimerais un post, une ad pour les réseaux sociaux avec tel titre, telle photo derrière. J'aimerais un design plutôt premium, des choses comme ça. Et ensuite, on réalise et on le livre sous 1 à 3 jours. Et ensuite, le client a plus qu'à le réceptionner et à directement le publier sur son support, sur son canal, etc. Souvent, en fait, il y a déjà la plupart d'entreprises, la plupart des entreprises ont déjà un ou plusieurs graphistes en interne. Il y a des gros soucis de manque de bande passante, beaucoup de projets à délivrer, manque de personnel, etc. Des temps de recrutement qui sont très longs. Et nous, en fait, c'est vraiment une offre qui est full packagée, qui est vraiment clé en main, où on te met à disposition ton chef de projet dédié, donc toujours le même chef de projet, pour garder de la consistance et une vraie relation avec ton équipe Feezer, une équipe de designers dédiée dans ton secteur d'activité et en fonction de tes compétences, parce qu'un graphiste et un illustrateur et un web designer ne sont pas forcément les mêmes profils.
un graphiste, un graphiste print ne saura pas forcément faire du motion design. Donc nous, on te met toujours la personne compétente en face et tout est géré, que tu aies 1 ou 50 commandes à réaliser par mois. Tu as uniquement un seul interlocuteur qui est ton chef de projet qui va tout piloter pour toi. Voilà. Et cerise sur le gâteau, on est en gros à 50 à 80% moins cher que toutes les solutions alternatives du marché. Donc ça veut dire les agences, le coût d'un employé, etc. Voilà. Donc, on casse pas mal les prix aussi, mais on apporte beaucoup de valeur en même temps, clé en main pour nos clients. Bon, bah, c'est très clair, hein. C'est très clair. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est pour nous parler un petit peu de ta carrière d'entrepreneur, hein, justement de la résilience, des difficultés que tu as pu rencontrer et comment tu les as dépassées. Et donc, bah, je vais te poser la première question qui est, est-ce que tu peux nous raconter la plus grosse difficulté que tu as rencontrée en tant que chef d'entreprise et comment tu l'as dépassée? Alors, des difficultés, il y en a plein, on en voit, honnêtement, on en a tous les jours. Parce que pour moi, un chef d'entreprise, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère des problèmes au quotidien, de toute façon. Et avec ta solution, tu règles le problème d'un client aussi. Donc voilà. Mais en gros, je pense que le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est de trouver des clients et donc de savoir vendre son produit ou son service. Voilà. En gros, quand j'ai débuté l'entrepreneuriat à 32 ans, donc il y a 6 ans, voilà, on a toujours des idées en tête, on est à fond, on lance son produit, son service, et après il faut aller chercher des clients, et c'est là qu'on se rend compte que soit on ne sait pas vendre, soit notre produit ne répond pas à un vrai besoin, ou ce besoin c'est un nice to have, mais c'est pas un must have, entre guillemets. Et donc en gros, voilà, donc on itère, etc. On essaye de trouver des méthodes de vente, on va faire du marketing, du sales, mais on s'y prend mal, etc. Et ça a été pendant plusieurs mois, voire quelques années aussi, pas mal d'apprentissage pour savoir créer un produit et savoir le vendre efficacement, rapidement, savoir voir, voilà, savoir vraiment détecter s'il y a vraiment un besoin chez le client et savoir proposer et vendre un produit. Ça vraiment, ça a été, je pense, entre mes différentes expériences entrepreneuriales, pourquoi maintenant ça marche, mais avant ça marchait pas, je pense, parce qu'avant je ne savais pas vendre. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui a vraiment changé la donne en fait. Alors bien sûr, il faut avoir quand même toujours un produit ou un service qui répond à un besoin. D'accord, donc ce que tu dis, c'est première étape, c'est qu'il faut comprendre son marché et savoir que ce que tu vends, bah, ça répond à un réel besoin, un réel problème, finalement, une problématique à résoudre. Et ensuite, une fois que tu l'as, bah, tu as beau avoir la solution magique, ça ne veut pas dire que tu réussis à le vendre. Et donc ça, après, c'est la deuxième phase, c'est réussir à vendre. Ouais, voilà. Ouais, parce que tu peux avoir un super produit, mais si il reste dans ton garage, si tu n'arrives pas à le vendre, à le marketer un minimum, à aller chercher des clients, parce qu'on n'a pas forcément tous du réseau au début quand on démarre pour pouvoir aller vendre notre produit à notre réseau, ou même si on a un réseau, ça se trouve notre réseau n'a pas besoin de notre service ou de notre produit. Donc il faut savoir aller prospecter, attaquer des clients, etc. Voilà, les démarcher, les écouter, échanger avec eux pour vraiment comprendre ce dont ils ont besoin, faire des petites retouches sur son produit et aller aussi le plus vite possible. Parce qu'en gros, je pense que moi, ce qui a énormément changé, c'est que à force de travailler sur plusieurs projets, parce que j'ai dû travailler sur une dizaine de projets, alors j'ai monté 3 entreprises, mais j'ai travaillé sur une dizaine de projets, c'est savoir ce qui est vraiment important, c'est savoir lancer vite et tester vite pour killer vite son projet si jamais on sent que ça va pas. Voilà. Parce que du coup, il y a une différence entre, par rapport au sujet du podcast, entre être résilient et être obstiné, Tout à fait. tu vois. On y viendra après, mais c'est vrai que tu as Mm. raison là-dessus. Ça me fait penser la vitesse. C'est peut-être une aparté, je ne sais pas, mais en tout cas, la vitesse dont tu parles, ça fait référence, je pense, notamment à Bikit, où tu avais eu ce sujet des tickets restaurants qui étaient facilement accessibles à une certaine date. Et il y a une loi qui est tombée qui a fait que ça devenait d'un coup plus compliqué. Et toi, bah, tu t'es retrouvé trop tard, en fait, à quelques jours près ou quelques mois près. Alors que toi, si tu avais été plus rapide, tu aurais pu Mm. utiliser, en fait, faire en sorte que tes clients puissent utiliser les tickets resto et du coup, Mm. bah, pour que ça marche beaucoup mieux ce business, quoi. C'est ça, bah c'était
C'était à peu près ça. En gros, en fait, quand je me suis lancé en 2016, donc en gros, Bikit, pour faire simple, c'était un service de delivery, de livraison de repas, comme un peu Frishti à Paris. Donc c'était à Lyon. En fait, je l'ai lancé en 2016 et je pense que, alors, c'était le moment, c'était la mode de la food tech à l'époque. Il y avait Take It Easy, Deliveroo, Food Cherry, tout le monde s'est lancé en même temps, à un an près, à 6 mois, un an près. Et moi, je me suis lancé, je voulais pas lever des fonds. Donc j'étais avec mes quelques milliers d'euros que j'avais mis sur la table, etc. Et je me battais contre des gros mastodontes qui avaient levé des millions et qui placardaient de pubs sur les trams à Lyon et sur les immeubles. Donc moi j'étais un peu, voilà, j'avais ma petite équipe, mais c'était pas facile. Et à l'époque, en fait, donc moi je prenais, de lumière, moi je prenais les tickets restaurants parce que moi ma cible c'était le midi, c'était les travailleurs du midi. Je prenais les tickets restaurants. Et en fait, le seul problème, c'est que vu que c'était nouveau ces systèmes de livraison, la Commission nationale des titres restaurants savait pas s'ils nous mettaient dans la catégorie des restaurateurs ou des livreurs. Donc, vu qu'ils savaient pas, ils m'ont mis dans la catégorie des livreurs et donc j'avais pas le droit de prendre des tickets restaurants à cette époque-là. Maintenant, ça a changé depuis, parce que maintenant, on peut payer en ticket restaurant sur Deliveroo, Uber Eats, etc. Mais à l'époque, je pouvais pas. Donc, et moi, vu que mon marché, c'était en B2B le midi, ça avait complètement killé mon business, quoi. Donc voilà, après, j'avais un peu pivoté, etc. Mais j'étais devenu, on va dire, un traiteur lambda. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Voilà, j'ai décidé de vite killer cette expérience qui avait duré 2 ans pour pouvoir. Donc après, je suis retourné en tant que salarié dans une entreprise parce qu'il fallait bien manger, tout en continuant à travailler à côté sur des projets, sur des idées, etc. Et 2 ans plus tard, je me suis relancé. Alors, je me permets de revenir quand même La vente. sur la difficulté. Et donc, la vente, qu'est-ce qui a changé entre toi, avec ta première entreprise qui ne savait pas vendre, et toi aujourd'hui qui sais vendre et qui a 150 clients? Alors déjà, la grosse différence, c'est que ma première entreprise, elle était en B2C et celle-là, elle est en B2B. Et en fait, après mon expérience en B2C, je me suis dit, le B2C, ça nécessite trop de marketing, beaucoup trop de budget marketing. Je me suis dit, moi, j'ai besoin de lancer quelque chose rapidement et de manière smart. Et voilà, quand j'étais en fait en gros salarié quand je suis retourné salarié pendant 2 ans, j'étais au marketing digital. Et c'est là que j'ai eu l'idée un peu voilà du graphisme, etc. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et moi, dans mes critères pour relancer notre business, je voulais absolument quelque chose en B2B. Parce qu'en B2B, tu peux avoir zéro marketing au début. Il suffit juste d'aller vendre. Et vendre, c'est de la prospection classique, comme ça C'est se fait facile à depuis dire. Il y a des beaucoup dizaines et des dizaines d'entrepreneurs d'années. aujourd'hui qui vendent pas Ah oui, bah, parce en que en B2B. fait, il y a plein de personnes qui ne savent pas vendre aussi. Et ça, c'est un gros problème en France, c'est qu'on n'est pas un pays avec une culture de sales. Donc du coup, et moi au début, j'aimais pas vendre. En général, on n'aime pas ce qu'on ne sait pas faire. Et donc la plupart des gens n'aiment pas vendre parce qu'ils ne savent pas vendre. Et on se prend des murs, on se prend voilà, des noms au téléphone à longueur de journée. Et en fait, moi au début, j'ai commencé, on me raccrochait au nez, on répondait pas à mes mails, je savais pas faire. Et donc du coup, je me suis auto-formé ça a bien duré un an et demi. Où je me suis dit, je ne sais pas faire, je vais apprendre. Donc j'ai lu plein de bouquins. Donc je suis allé me former avec des mentors, des bouquins aux États-Unis, parce que je me suis dit, les Américains savent vendre, donc il faut que j'aille me former là-bas. Donc je suis pas allé là-bas, hein, j'ai juste acheté des livres de vente, voilà, de mentors américains. Et j'ai appris, j'ai travaillé aussi mon empathie, etc., pour essayer de me mettre à la place dans les chaussures de mes clients. J'ai retravaillé mes discours, j'ai refait des mails différents, j'ai raccourci mes mails, j'ai fait des calls où j'ai essayé de tourner mes phrases différemment. Voilà, j'ai vraiment fait de l'A/B test and learn pendant un an et demi. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça commençait à closer, à changer un peu et voilà, à vendre, quoi. Et là, je me suis dit, là, je commence à savoir vendre. Voilà. Et plus on sait vendre et plus on aime vendre, en fait, au final. T'as un exemple de livre ou de mentor qui te vient en tête? Il y en a plein, mais moi, il y a un livre que j'ai bien aimé qui a quand même changé beaucoup de choses. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Celui-là, il est bien parce que ça permet de comprendre comment on se comporter avec les gens, euh, travailler son empathie, etc. C'est super important, surtout quand on fait de la vente. En fait, la meilleure technique de vente, c'est de ne pas vendre, entre guillemets. Voilà, faut créer des relations
créer des relations, créer une sympathie, un certain relationnel. Et après, s'il y a un besoin et si ton produit en face est bien, voilà, ça vendra en général. Après, bien sûr, il faut toujours avoir un bon produit, quoi. Donc c'est pour ça, ça revient au point d'avant, c'est toujours réussir à créer un bon produit. Et donc, ça va avec l'empathie, etc. Et après, voilà, ce livre, il m'a beaucoup appris par rapport à ça. euh, L'empathie, savoir se comporter avec les gens, etc. Après, il y a un autre livre qui était pas mal aussi. C'est le livre de Jordan Belfort, Je Le Loup de Wall pensais à Street. lui, le Loup de Wall Street. Ouais, qui avait inspiré le Loup de Wall Street. Voilà, et après, il y en a plein. Après, c'est des livres d'entrepreneuriat où tu peux regrouper un peu euh, des choses qui sont liées à la vente, pas mal de choses comme ça. Il y en a pas mal. En ce moment, sur Instagram, je reçois régulièrement sur le compte Créacilla des publicités de Jordan Belfort qui vend son speech, en fait, des appels téléphoniques. Moi, je conseille à tout le monde de lire parce que moi, ce qui a vraiment changé mon mindset et changé, on va dire, du coup, ma vie, parce que je suis passé d'un entrepreneur à, on va dire, un chef d'entreprise, parce que souvent on voit entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lance, mais c'est un début, on est porteur de projet, entre guillemets. Après, une entreprise qui fonctionne, c'est les bouquins, quoi. En fait, pourtant, j'avais fait on va dire, une école de commerce, etc. C'est pas ce qui m'a appris à faire du business. Ce qui m'a vraiment permis de changer mon mindset, c'est ouais, la lecture, les bouquins, après beaucoup aussi voilà, des podcasts, des vidéos, en fonction si t'es en voiture ou si Les voilà, interviews Créacilla. ouais. Du coup aussi bientôt. Voilà, donc pas mal en fait, voilà, c'est la curiosité, la lecture, tout ça ça permet de vraiment changer son mindset et donc d'arriver à faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire avant. Et au final, tout est possible. Et avant, je j'aimais pas vendre, je ne savais pas vendre. J'aimais pas ça, j'avais peur de décrocher mon téléphone. Et maintenant, bah, voilà, je peux prendre mon téléphone, appeler, être en visio toute la journée, ça me dérange pas. Et pour revenir au produit, comment tu sais qu'un produit va marcher? Alors, faut savoir faire des tests rapides. Je pense que après, bien sûr, hein, tu as des fois des produits qui nécessitent plusieurs mois, voire des années à être construits quand il y a beaucoup de R&D, des produits tech qui sont vraiment compliqués. Tu peux pas le lancer comme ça. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de tester un produit rapidement, au moins de sentir s'il y a un intérêt marché ou pas. Moi, en général, ce que j'ai fait pour lancer, par exemple, Feezer, euh, avant, au début de Feezer, j'avais un autre business. Et en fait, c'est ce business-là qui a pivoté vers Feezer. Voilà, pour tout vous dire. Et en fait, quand j'ai senti qu'il y avait un truc, j'ai fait une landing page, en gros, en 2, 3 jours. Voilà, j'ai créé vite une landing page, je me suis fait un logo sur Canva très très rapide. Et j'ai fait de la pub Facebook. Je suis allé dans des groupes Facebook, je suis allé dans des groupes sur des blogs d'entrepreneurs. Et j'ai posté ma landing page en disant on lance ça dans un mois, il y a moins 50% de réduction. Euh, voilà, et en fait, pour voir en fait si ça marchait, quoi. Je commençais à recevoir des mails, voilà, au bout d'une semaine. On est d'accord que tu n'étais pas prêt au bout d'un mois de... J'avais rien. Ouais. Moi, à chaque fois, quand je dis par exemple, quand j'étais salarié, que je travaillais sur des projets en parallèle, voilà, le soir, le week-end, entre midi et deux, pendant que j'avais des collègues qui mangeaient ensemble le midi, bah, moi je travaillais. Des fois ils disaient mais pourquoi tu manges pas avec nous? Parce que moi derrière, je travaille sur des pubs Facebook pour essayer de tester des landing pages, des choses comme ça. Mais en gros, moi à chaque fois que je testais un business, derrière il y avait rien. Il y avait une landing page, une proposition de valeur, tac, et je vois si ça clique, si ça convertit, si j'ai des gens qui s'inscrivent par mail. À la plupart du temps, des fois, t'as rien, hein, mais des fois, tu as 2, 3, 4 mails. Après, tu as une dizaine, une vingtaine de mails. Tu dis, c'est pas mal ça quand même. Et après, tu commences à dire, je vais créer vite fait un MVP. Donc, pour Feezer, par exemple, typiquement, je vais aller chercher un graphiste. Voilà. Donc, je suis allé embaucher un graphiste. Alors, embaucher, je suis passé par un freelance. J'ai pris un freelance. Je lui ai dit, voilà, j'ai négocié un peu des prix, etc. Et je me suis dit, allez, je vais aller vendre. Et là, en gros, j'ai fait de la prospection par email, on va dire. Alors, c'est pas ce que je recommande de faire, mais un peu en mode bourrin, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai envoyé, je sais pas, 500 mails. J'ai envoyé 500 mails et j'ai regardé en gros si ça vendait. Et là, en gros, en une semaine, j'avais eu 2, 3 clients en une semaine. Donc je me suis dit, attends, là, il y a un truc. J'ai repoussé. En 2 semaines, j'avais autant de clients qu'en 6 mois de mon ancien business. Et là, c'était une décision qui n'était pas facile aussi, par rapport à ce que tu me disais, la plus grosse difficulté, là, c'est une autre difficulté, c'est que avant de pivoter, j'avais un business que j'avais lancé depuis 6, 8 mois,
qui commençait à me générer un peu de CA par mois. J'étais à 4-5K de MRR, donc c'est Monthly Recurring Revenue, ça veut dire tous les mois ça tombait. Donc je pouvais commencer à me payer et je me suis dit, attends, là je sens qu'il y a un truc, donc j'ai décidé de killer l'ancien business pour pivoter complètement. Et donc en gros, j'ai appelé tous mes clients, j'ai dit j'arrête. Et alors que ça commence à me rapporter un peu, mais je me suis dit, je peux pas avoir deux business, c'est pas possible. Il y en a qui le font, moi je préfère me concentrer, me focus sur un. Et je me suis dit, voilà, allez, je kill l'autre et je me focus sur celui-là. Sachant que l'autre, je rentrais que 500 par mois, à peu près. Je commençais juste à rentrer 500, 600. L'autre, je rentrais 4-5 000. Je me suis dit, je kill celui à 4-5 000 pour me focus sur celui à 500. Parce que je voyais qu'il y avait je sentais qu'il y avait un meilleur attrait marché, une meilleure proposition de valeur, une meilleure compréhension des clients, etc. Et après ça, bien sûr, tu vois, t'as du test, après, tu as des résultats quand tu lances tes campagnes, quand tu vois tes taux d'ouverture de mail, tes taux de conversion, quand tu as les prospects au téléphone, tu sens le truc. Mais après, ouais, après c'est ton feeling à toi. En tant qu'entrepreneur, c'est un peu avec l'expérience aussi. Tu dis, là, oui, je le sens. Là, oui, je sens que, voilà. Et tu sens que ça peut marcher. Après, tu te fais confiance. Moi, je suis pas trop à faire des études de marché pendant 6 mois, des choses comme ça. Moi, c'est ce que je faisais dans ma première boîte. C'est la plus grosse erreur que j'avais faite. C'était passer 6 mois à faire des BP de 50 pages, des PowerPoint, etc. et aller voir les banques. Et en fait, quand j'étais au marketing, donc j'étais au marketing digital, donc on faisait tout ce qui est site web, ads, etc. Pas mal de choses. Et en gros, on travaillait avec des agences, des freelances. Ok. Et donc on avait des agences et des freelances pour faire du copywriting, tous les blogs, les choses comme ça. Et aussi la même chose, mais côté design. Et je me suis dit, c'est lent, ça coûte cher, voilà, on a toujours besoin de ressources. Si on veut embaucher quelqu'un, il faut faire passer les entretiens, c'est long, voilà, il y a quand même beaucoup de pain, etc. Et je me suis dit, ça serait bien de faire quelque chose qui soit plus simple, plus rapide et plus quali, clé en main, pour simplifier en fait le copywriting chez nos clients, en gros. Voilà, tout ce qui est rédaction de blog, etc. par exemple, et rédaction de contenu. Et là, j'ai lancé ce qui s'appelait Master Content. Il y a même encore le site web en ligne parce que j'ai même pas eu le temps de supprimer le site web. Et en gros, j'ai lancé ça parce que j'avais mon pain, comme tu disais, Nicolas, j'avais rencontré le pain côté client. Mais j'avais aussi ce pain côté design, mais je l'avais pas vu. Il était devant moi, mais je l'avais pas spécialement énormément vu, tu vois. Et en fait, c'est à force de lancer ce premier business, je me suis après rappelé que j'avais aussi ce même pain côté design. Et à un moment, quand je vendais de plus en plus d'articles de blog, on me demandait, Eric, c'est bien, super l'article de blog, super le livre blanc, est-ce que tu peux me faire le design du livre blanc? Est-ce que tu peux me le mettre en page? Est-ce que tu peux me faire l'infographie du blog, etc. En fait, tes clients cibles, finalement, tu les avais déjà, c'était tes clients existants qui te demandaient plus euh, que ce que tu Alors en proposais. fait, oui, j'avais deux, trois clients qui commençaient à me demander ça, et de plus en plus. Sauf que moi, du coup, je passais avec des partenaires pour le faire parce que j'avais pas monté la solution. Et je voulais pas trop m'éparpiller. Je voulais rester sur une niche. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais attends, j'ai l'impression que la valeur perçue est plus forte sur du design que sur du texte. Et on le voit parce que c'est du visuel, en fait. Quand on ne sait pas faire du copywriting, par exemple, ou écrire un article pour le SEO, on se dit, bon, bah, c'est bon, je vais prendre un stagiaire ou je vais le faire moi, ça va le faire parce que je sais écrire le français. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. Parce qu'il y a des vraies règles de SEO et des vraies règles, etc. Alors que le design, si tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire. Et du coup, c'est vraiment quand tu n'as pas de compétences dans le design, ce que tu peux faire peut être très moche. Et donc, du coup, tu le vois vraiment directement. Alors que l'écriture, ça se voit pas. En tout cas, à court terme. Et donc, du coup, c'est là que j'ai décidé, comme j'ai dit avant, de faire une landing page et d'aller vendre cette proposition de valeur le plus rapidement possible pour voir, pour valider, entre guillemets, l'idée ou pas. Et donc, c'est la technique c'est fake it till you make it. Ouais, c'est un peu C'est ça. Bah, ça. c'est un peu, oui, c'est un peu ouais, je me suis un peu inspiré ça. C'est tu fais, entre guillemets, surtout quand tu lances, c'est que tu fais pas croire que ça existe depuis longtemps, mais tu dis, voilà, tu fais une landing page assez jolie quand même, surtout quand tu es dans une boîte de design. Quand tu proposes une offre de design, tu fais quelque chose qui est propre. Tu dis, voilà, tu dis qu'on vient de lancer, tu fais des bons de réduction pour voir si ça marche, et tu vois si ça convertit déjà. Voilà. Et tu essayes d'avoir des rendez-vous clients pour au moins échanger, même pas forcément pour le vendre au début,
pour échanger et pour comprendre s'il y a vraiment un besoin, pour valider ça. C'est vrai qu'il y a un entrepreneur que j'avais entendu en interview. Alors, je vais pas dire son nom parce que voilà. Et il expliquait qu'en fait, lui, pour lancer une formation, il créait la landing page. Il Hum, voyait si ça vendait. Si ça vend, bah, s'il y a des gens qui vont jusqu'à la page de paiement, en fait, il n'y a pas de page de paiement, il leur dit, ah, merci, machin, vous avez gagné un code promo pour quand la formation va sortir, si elle Exactement. sort, tu vois. Et sinon, bah, dans le cas où ça vend pas, bah, il a rien perdu et voilà. Et donc, avant même de créer toute formation, en fait, il crée la landing page, il voit si ça vend. Les gens qui vont jusqu'au bout, jusqu'au paiement, ils reçoivent un petit code promo pour quand ça va sortir et puis, ou un petit cadeau, et Voilà, puis voilà. c'est ça. C'est ça. Et tu peux même aller un peu plus loin, c'est que tu peux même faire payer tes clients. Tu dis par exemple lancement dans 3 mois, au lieu de 5 000 € la formation, tu dis c'est 2 500 la formation, ils payent tout de suite. Toi, si tu n'as que 10 clients en 3 mois, eh ben, soit tu fais pas la formation et tu dis bah hop, je vous rembourse. Et si par exemple, imagine, tu as 100 clients qui ont payé 2 500, eh ben, c'est bon, maintenant il faut se mettre au travail et tu crées la formation. Et au pire, tu les rembourses, de toute façon. Au pire, tu les rembourses. Donc, tu n'as rien perdu. Et au moins, tu as encaissé du chiffre derrière. Parce que je pense que ce qui est très important, c'est qu'il faut faire facturer, il faut essayer de faire payer le client le plus rapidement possible. Parce que, en gros, je suis intéressé, entre un prospect qui va dire oui, ça m'intéresse, et un client qui sort sa CB et qui va vraiment payer même 1 euro, il y a une grosse différence. Parce que quand tu commences à lancer un projet, ah oui, ça m'intéresse. Ah oui, ton idée, elle est trop bien. Ah bah, dès que tu lances, tu me dis, voilà. Et même si c'est 10 euros, même si c'est 1 euro, il y a des gens, des fois, ils ne paieront pas. Et en fait, l'acte de payer, c'est la meilleure preuve, parce que c'est quand même un effort. Il faut sortir sa carte, il faut mettre son numéro, et voilà. Et c'est quand même, voilà, le client paye, quoi. Donc, dès qu'on arrive à vite valider en faisant payer le client, ça, je pense que c'est une bonne, ouais, c'est une bonne validation de marché quand même. Et après, il faut en avoir, voilà, si tu n'en as que un ou deux, bah, il faut essayer de voir, faut pousser un peu pour essayer de faire rentrer, pour voir si tu n'as pas un plafond de verre et si ton marché, c'est pas que 100 clients en France, quoi. Après, il faut essayer de pousser, voilà, pour voir combien tu peux faire rentrer de clients. C'est intéressant ce que tu as dit juste avant, c'est aussi parce que tu dis, voilà, si quelqu'un arrive jusqu'au bout de la démarche, quand tu es encore en train de tester finalement si ça va être un produit intéressant ou pas, Mm. tu vas jusqu'à faire un rendez-vous avec la personne pour comprendre son besoin. Donc finalement, c'est ça hein, l'entretien client cible, parce que tu vas creuser chez quelqu'un qui est qualifié comme étant un client Mm. finalement, pour aller encore plus creuser son besoin et encore mieux cerner ce dont pourquoi il est là pour payer. Ouais, exactement. Nous, on a fait une démarche d'interview de clients cibles là pour notre prochaine offre, où c'était moins qualifié. Et du coup, les Mhm. personnes qu'on interroge, à la fin, on leur pose la question, est-ce que, voilà le produit finalement qu'on voudrait lancer, est-ce que ça, vous serez client ou non? Et donc en fait, ça nous permet derrière de dire, ok, bah, tout ce genre de profil-là, ces personas sont pas nos clients et ceux-là le sont. Mm. Mais c'est vrai que toi, dans ta démarche, c'est intéressant parce que tu sais qu'ils sont déjà qualifiés. Beaucoup plus factuel, hein. Ils sont déjà qualifiés. Mm. Et là, tu n'es plus qu'à aller Mm. creuser pour vraiment comprendre ton persona. Mm. Exactement. Après, c'est très dur aussi de mettre, et ça, c'est un peu, ça vient avec le temps et un peu aussi l'expérience et le test and learn, etc. Mais quand tu as ton produit ou ton service, ce qui est très important, c'est de connaître ton persona, ton buyer persona, ton ICP, ou on les appelle un peu, voilà, de cette manière-là. C'est ton client cible. Parce que des fois, tu peux avoir un bon produit, mais tu vas prospecter les mauvaises personnes. Et au final, tu vas penser que tu n'as pas forcément, ou alors, et en plus au mauvais moment. Donc tu vas penser que ton produit va pas, mais en fait, tu l'as mal vendu, tu l'as mal adressé. Et des fois, tu le vois même pas. Ah non, mais en fait, ce produit marche pas. En fait, non, parce que tu l'as pas adressé à la bonne personne, au bon moment, et de la bonne manière. Donc en fait, quand tu vends, ce qui est hyper important, moi j'ai vu, c'est la chose la plus importante aussi, c'est d'avoir un produit qui répond à un besoin, mais ça, c'est la base. Et ensuite, c'est de comprendre qui est ta cible. Et il y a une différence entre l'utilisateur final et décisionnaire. Il faut vraiment savoir qui est le décisionnaire. Il faut aller parler avec le décisionnaire au bon moment. Parce que c'est comme si, par exemple, j'avais un restaurant de burgers. J'essaie de te vendre ça au mois donc des super burgers avec des bonnes frites, etc. Et je viens de voir en juillet,
il fait super chaud. Et voilà, tu fais attention à toi pour l'été, tu es en mode régime, tu manges de la pastèque et du melon. Et je viens de vendre le burger, par exemple. Et tu vas me dire, non, non, mais en fait, non, non, ça m'intéresse pas, je vais pas le prendre. Alors que t'aimes bien le burger, par exemple, si je viendrais te le vendre au mois de novembre ou au mois de décembre, en plein hiver, tu l'achèterais peut-être. Mais du coup, c'est pas que tu peux être la bonne cible, mais c'est pas le bon moment. Donc en fait, il faut arriver à trouver la bonne cible au bon moment, avec le bon produit. Et là, normalement, si tu arrives à trouver le momentum aussi, et t'as plus de chances de vendre. Faut trouver aussi les bonnes phrases pour vendre. Je pensais récemment à une collègue qui a acheté une formation relativement chère, alors que juste avant, il y avait la même qui lui était proposée pour genre un tiers du prix. Et c'est exactement le même produit, les mêmes informations, les mêmes choses derrière. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a payé 3 fois plus cher, alors que pour la première, elle disait qu'elle n'avait pas assez d'argent? Là, des fois, t'as des éléments de réassurance aussi. Peut-être que l'autre plus cher veut dire meilleure qualité aussi, souvent. C'est comme ce que je disais, j'ai fait un test avec mes employés. Je leur ai mis 3 bouteilles de vin sans les étiquettes devant. Je leur ai dit, vous êtes invités chez belle-maman ou beau-papa à manger parce que c'est son anniversaire, c'est ses 60 ans. T'as 3 bouteilles de vin, on a enlevé les étiquettes. T'as une bouteille à 5 euros, une bouteille à 10 euros, une bouteille à 20 euros. Laquelle tu ramènes chez tes beaux-parents? Bah, tu prends la bouteille à 20 euros, en général. Pourquoi? Parce que tu dis 20 euros, donc c'est mieux. Et donc, du coup, les gens, voilà, peut-être qu'elle est plus chère, mais peut-être que la valeur perçue de cette formation était plus forte, euh, voilà, par la clientèle, par la cliente, du coup. Et il y avait peut-être aussi des éléments de rassurance, peut-être plus de témoignages clients, peut-être plus de logos de marques qui font confiance, ou de personnes qui font confiance, des choses comme ça. Mais c'est clair que entre la valeur, le moment c'est très important aussi parce que quand je viens de passer 3 heures chez Ikea pour meubler ma cuisine et que je vois une publicité pour un nouveau matelas, ça m'intéresse pas. Par contre, quand je Mm. sors de chez le kiné parce que j'ai mal au dos et que je vois une publicité pour un nouveau matelas, là peut-être que je vais regarder. Mais ça, c'est pas forcément facile à trouver, à déceler chez le client, surtout quand tu fais du B2B, des choses comme ça, c'est pas évident, quoi. Donc, et là, après, tu as des petits hacks, des petites techniques qui te permettent de pouvoir trouver le bon moment pour pouvoir aller prospecter ce client, entamer une discussion, etc. Voilà, mais c'est une des choses les plus dures, le momentum, hein, à trouver. Il faut s'inscrire au squash, au golf, aller manger dans les Faire du réseau restos. aussi. On va passer à la question suivante. Mm. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de la décision la plus difficile que tu as eu à prendre? Alors, en gros, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de décision ultra difficile de point à vraiment où ça va complètement changer ma vie, ou voilà, des choses vraiment compliquées. Parce que moi, avec le temps, j'ai une capacité à relativiser pas mal sur les choses. Je me dis, le pire du pire du pire du pire, c'est quoi? Et du coup, voilà, j'arrive à relativiser pas mal. Donc pour moi, il n'y a pas eu vraiment de décision ultra difficile. Après, il y en a deux qui ont été quand même où j'ai mis peut-être 2 semaines pour une et peut-être un mois pour l'autre à décider. C'était la première, c'était il y a bientôt un an, on devait lever environ 1,5 million d'euros avec Feezer. Et en fait, vers mi-décembre, on va dire, j'avais collecté les 3 quarts, voire les 4/5 de la somme. Donc j'avais fait le plus dur, entre guillemets. Et j'ai décidé d'arrêter la levée de fonds. Voilà. On n'était pas loin de pouvoir closer. Donc avec la dette, ça pouvait faire peut-être même voilà, environ 2 millions d'euros. Donc ça aurait pu accélérer beaucoup l'entreprise, etc. Et en fait, j'ai décidé avec mon associé, on en a parlé, mais on n'a pas décidé longtemps. Ça a dû être une discussion de 1 ou 2 semaines maximum. Et ça a été une décision difficile parce que ça impacte, bah, ça a d'autres conséquences sur l'entreprise. Ça veut dire que on s'est dit on continue ce qu'on appelle en bootstrap, c'est-à-dire on continue comme on a commencé. Au tout début, moi j'ai commencé l'entreprise, j'ai mis 2 000 euros, voilà. Et donc on continue avec l'argent qu'on fait grâce à nos clients et on continue à faire petit à petit comme on a toujours fait avec une croissance pas ultra scale, pas en hyper croissance, mais une croissance en escalier par palier.
Et on s'est dit, on va continuer comme ça et on verra pour la levée de fonds plus tard. Donc là, c'était une grosse décision quand même parce que l'entreprise, elle n'a pas la même tête avec 1,5 ou 2 millions de plus sur ton compte en banque ou pas, quoi. Voilà. Par contre, on a gardé aussi 100% du capital, notre liberté. Voilà, et si on lèvera peut-être plus tard, mais pour le moment, c'était pas la priorité. Donc ça, c'était une grosse décision. Et la deuxième, et c'était même avant ça, c'était même au tout début d'entreprendre, c'était que on a décidé avec ma femme, et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi quand on entreprend un conjoint qui nous comprend et avec qui on partage le même état d'esprit. C'est on a décidé ensemble de dire non à un certain niveau de vie qui aurait pu être supérieur si j'étais resté salarié. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que, en gros, quand j'étais retourné salarié, il y a encore 3 ans, là, en fait, quand je suis rentré salarié, je savais que de toute façon, c'était temporaire. On m'avait proposé un moment un CDI, j'avais dit non, moi je veux un CDD. Parce que je voulais qu'à la fin des 2 ans, ça se finisse vraiment. Comme ça, j'avais une date butoir et ça me forçait à travailler sur des projets aussi pour pouvoir lancer quelque chose. Et donc, en gros, par contre, voilà, je m'étais dit, j'avais calculé, je m'étais dit, euh, voilà, en fait, pile au même moment, on voulait acheter une maison, ben, un appartement. En fait, on aurait pu acheter un appartement beaucoup plus grand avec un crédit plus élevé. Mais par contre, ça aurait compliqué le fait de quitter le salariat pour entreprendre. Parce que tu as un crédit plus haut, donc tu as des charges fixes qui sont plus élevées, avec des dépenses plus élevées. Et donc, du coup, on a fait le choix de prendre un appartement plus petit, même si on avait les capacités de prendre un peu plus grand. On a pris un appartement plus petit pour pouvoir, en fait, moi, j'avais fait mes calculs pour pouvoir, avec le chômage, que le chômage couvre mes charges fixes et mes dépenses au mois. Comme ça, je pouvais entreprendre. Mais chose que plein de salariés ne peuvent pas faire parce que moi, j'ai des amis qui sont salariés, qui gagnent maintenant très bien leur vie quand on approche les 40 ans. Il y en a qui sont bien. Et ils me disent, mais Eric, comment tu fais pour entreprendre? Maintenant, je peux pas. Je gagne trop bien ma vie. J'ai 2500 euros de crédit avec ma maison de 150 mètres carrés. Des choses comme ça. Je dis, bah oui, mais c'est à toi un moment de te dire, tu réduis ton niveau de vie. Tu peux pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, tout en même temps. Donc nous, par exemple, moi, j'ai une femme avec 2 enfants et on est dans un peu plus de 65 mètres carrés. Ça fait petit, mais on est loin d'être malheureux. Mais par contre, voilà, je pouvais pas tout avoir, la maison, l'entreprise qui marche, etc. Il faut faire des choix. Là, peut-être que bientôt, on va peut-être pouvoir déménager parce que l'entreprise marche. Mais voilà, il faut faire des choix, des sacrifices à un moment. Et ça, c'était peut-être une décision qui n'était pas forcément facile au début, mais après qu'on a accepté parce que voilà, on sait ce qu'on veut. Et heureusement, j'ai ma femme qui me suit et qui me fait confiance aussi. Elle est entrepreneur aussi? Non, elle n'est pas du tout entrepreneuse, elle est salariée, mais elle me fait confiance et elle me suit dans mes délires, entre guillemets. Euh, Aujourd'hui, c'est la preuve que c'est pas un délire, hein, Ouais, puisque, non, non, puisque ça marche. c'est bon, maintenant ça marche. Déjà, se créer son emploi, c'est déjà bien, et ensuite créer son entreprise, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que Donc son c'est entourage, voilà. l'entourage, c'est quelque chose. On l'a eu quasiment à chaque interview. Tous les entrepreneurs qu'on voit Mm, nous disent, et on est les premiers à le dire aussi, hein, que leur entourage a un impact énorme en fait sur leur succès ou leurs échecs ou leurs difficultés ou, voilà, ou leur mm, réussite. Parce que s'ils sont entourés de personnes effectivement qui ont confiance, qui les poussent, qui les suivent ou qui ont des connaissances, voilà, en général ça se passe bien. Et par contre, comme tu dis, hein, si tu as des charges, que en fait, tu peux avoir des couples hein, qui sont détruits à cause de quelqu'un dans le couple qui veut entreprendre parce que bah, derrière, ça ne suit pas en termes de, de de revenus, de tout confiance, ça, ouais. voilà. Non, non, mais c'est clair. Et puis même pour l'entrepreneur, si derrière il ne se sent pas suivi, bah, la réussite elle est plus difficile aussi. Mm. Parce qu'il y a plus de doutes, il y a plus de... comment dire? C'est jamais bon aussi, je pense, d'entreprendre ou de n'importe quel projet si c'est pour se venger ou pour prouver à quelqu'un d'autre que ça peut marcher. Ouais, non, faut le faire pour soi, faut pas le faire pour les autres, pour prouver quelque chose. Tu le fais d'abord pour toi et en fait, je pense qu'il faut mettre de côté les remarques des autres.
faut écouter, hein, mais faut pas non plus prendre à la lettre et faire confiance. Parce que, voilà, moi, heureusement, j'ai ma femme qui me fait confiance. Mais après, dans l'entourage, c'est dur d'avoir des personnes qui sont d'accord avec toi quand tu lances parce que, surtout quand tu te lances au début, t'as pas beaucoup d'amis entrepreneurs. La plupart de tes amis sont salariés. Maintenant, j'ai de plus en plus d'amis entrepreneurs, donc on partage les mêmes convictions. Mais quand tu te lances, tu as des amis, la plupart, ils sont salariés. Et moi, quand j'ai lancé euh, Fiverr, avant l'entreprise, juste avant qui avait fait le pivot sur Fiverr, j'avais lancé ça en janvier 2020, donc 3 mois avant le Covid. Je lance, j'ai 0 revenu, il me reste 6 mois de chômage. Voilà, en gros, il me reste 6 mois de chômage. 3 mois après, il y a le Covid. Donc là déjà, impossible de vendre, surtout au début, avec le premier confinement, tout était arrêté. Impossible de vendre quelque chose, limite c'était mal vu de démarcher. Personne ne savait si on pouvait prendre le risque de démarcher ou pas, parce que c'était souvent mal perçu. Et en plus, je venais d'avoir mon deuxième enfant, qui est né en janvier 2020. Et il y avait confinement et les écoles fermées, donc ma fille aussi chez moi. Joli combo. Et 6 mois après, ma femme qui perd son emploi. 6 mois après. Ouais. Et donc en fait, à un Waouh! moment, il restait 6 mois de chômage, ma femme qui vient de perdre son emploi, euh, le deuxième bébé qui est arrivé, et ma fille qui va pas à l'école et qui est à la maison. Tout ça dans 60 mètres carrés, et moi qui essaie de vendre dans ma chambre. J'ai fait un tout petit coin avec une petite tablette à côté du lit. Je mettais mon ordinateur et je faisais mes calls de vente là. Et, euh, et, et j'allais boire des verres avec des amis qui me disaient, mais Eric, t'es inconscient, tu te rends compte, t'as ton deuxième enfant, tu devrais être responsable, tu devrais retrouver un boulot. Je dis non, 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 je me fais confiance. Je me fais confiance. J'ai un peu d'économie de côté au cas où. Voilà, le but c'est pas de trop y toucher, mais au cas où. Voilà, et je me suis dit non, non, il faut pas que j'écoute les autres, et, euh, et j'y vais. Et j'ai bien fait de, de garder donc du coup cette résilience-là et d'avoir ma femme qui me soutient à côté pour pouvoir pousser le truc jusqu'au bout. Moi, et après, au pire, si j'avais pas de chômage, bah, je prenais un peu sur mes économies pendant quelques mois pour pousser un peu, pour vraiment tester jusqu'au bout, pour rien regretter. Et au final, bah, ça a payé, quoi. Du coup, ça tombe bien que tu cites le mot résilience. Quel est le secret de ta résilience? Je pense que un mix entre ouais, le mindset, le caractère, un peu. C'est un peu ça. Après, parce que ouais, le mindset, de toute façon, voilà, avant mes 30 ans, j'avais pas ce mindset-là, honnêtement. Après, moi, je viens d'une famille d'artisans, entrepreneurs artisans, et j'ai toujours vécu dans cet environnement un peu d'artisans entrepreneurs qui bossaient beaucoup, des fois avec des galères financières, etc. Donc, d'un côté, j'avais pas grand-chose. Je m'étais dit, j'ai rien à perdre. Et en même temps, j'ai toujours eu un peu voilà, j'ai toujours vu ma famille le faire, entre guillemets. Et pourtant, je m'étais toujours dit, après les écoles, je montrerai jamais ma boîte. Je m'étais toujours dit, je montrerai jamais ma boîte. Et en fait, à force d'être salarié, justement, quand je travaillais dans le conseil, et d'avoir rencontré des fois des clients qui te parlent mal, qui te respectent pas des fois, voilà, des environnements qui sont pas forcément très sains, des fois. Je me suis dit, non, non, je peux plus travailler comme ça, je vais monter mon truc pour être indépendant. Voilà. Et après, le secret de la résilience, oui, c'est ça. C'est le mindset que tu travailles, que tu améliores, etc. Euh, c'est après, tu dérisques de plus en plus les choses que tu vois. Au début, tu te lances, tu as l'impression que c'est risqué, que tout va s'effondrer. Et plus ça va, et plus avec l'expérience, et plus les risques que toi, que tu vois dans ta vie, au final, tu te dis, bah, c'est bon, ça, je vais pouvoir surmonter. Et en fait, c'est avec l'expérience et le temps, euh, ouais, que du coup, c'est un peu le secret. Et après, c'est d'accepter aussi beaucoup ça, accepter de faire des erreurs, de perdre aussi. Euh, voilà, accepter ne pas peur. Ça ne veut pas dire que j'aime perdre ou j'aime faire des erreurs, mais j'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de faire des erreurs. Ça fait partie du jeu. Mais voilà, j'aime pas perdre, mais j'ai pas peur de faire des erreurs. Donc c'est ce que je dis, par exemple, à mes sales, à mon équipe. Je dis, vous pouvez faire des erreurs, c'est pas grave. Faut pas la refaire 2 fois ou 3 fois. Faut essayer d'apprendre quand même. Et après, c'est pas grave d'en faire un peu. Parce que c'est en tombant qu'on se relève mieux,
voilà, on n'apprend pas à faire du vélo sans roulette sans tomber, quoi, typiquement. Donc, euh, donc il faut apprendre. Moi, j'ai perdu. Ceux qui font pas d'erreur, c'est ceux qui essaient jamais rien. En fait, si tu as peur de tomber, en fait, si tu as peur de perdre, tu pourras jamais gagner si tu as peur, tu vois. Donc il faut perdre. Moi, des fois, en fait, au début, avant de lancer Feezer, il y a 3 ans, je travaillais avec des projets d'idées avec un ami. Et je me souviens, il avait peur de mettre 500 euros, 1000 euros là pour tester des choses, etc. Sauf que si tu as peur de perdre 1000 euros, tu n'en gagneras jamais 10 000, entre guillemets. Donc moi, j'en ai perdu pas mal. Après, faut perdre en fonction de ce que tu es capable de perdre. Voilà. Tu te dis, moi, j'ai perdu des trucs. Des fois, j'ai acheté des formations en ligne qui m'ont servi à rien. J'ai acheté des trucs, j'ai acheté voilà, des plugins pour mon site web. J'ai acheté des trucs, j'ai fait travailler des gens pour rien. Au final, je me suis rendu compte que ça allait pas. Mais en fait, il faut accepter de perdre pour apprendre et pour se dire que c'est de l'investissement pour pouvoir gagner plus tard. Et, euh, et quand je dis perdre ou gagner, c'est que soit en argent ou en temps, hein. Euh, c'est pareil, hein, perdre, c'est aussi perdre. En fait, c'est jamais perdu, mais par exemple, au début, j'ai perdu, on va dire, j'ai investi beaucoup de temps pour savoir moi-même développer mon site web, mes compétences tech, pour pouvoir maintenant pouvoir lancer une boîte, on va dire, tech, ou au moins un début de tech, sans forcément avoir besoin d'embaucher un développeur. Et ça, c'est énorme. C'est comme savoir vendre. Ben voilà, maintenant je sais vendre. Je me dis, le jour où j'ai envie de lancer un business, je sais faire un site web rapide, je sais aller vendre. Donc, tu as toutes les compétences pour lancer au moins un début de business. Tu as abordé plein de sujets intéressants. Euh, la notion de faire des erreurs. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est Mm. hyper important. Bon, évidemment, si tu fais 50 fois la même erreur et que tu n'as rien appris, là, il y a un problème. Mais il faut faire des erreurs pour apprendre. Il y a deux façons d'apprendre. Tu apprends en faisant des erreurs et tu apprends en lisant des bouquins. Tu en as parlé au tout début. Mm. Mm. Quand on est bébé, en général, on apprend que en faisant des erreurs. Mm. Puis après, quand on va à l'école, on apprend que euh, sur le modèle de l'apprentissage par un professeur et par des livres. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que là, tu dis que il faut faire les deux finalement dans le cadre de la vente pour que ça marche. Ouais, il faut Parce que faire les deux. si, Parce que même si tu as compris la théorie, si tu mets pas en pratique, exactement, si ça tu marche pas. lis plein de livres sur la vente, bah, ça ne veut pas dire que tu sais vendre. Parce que tant que tu Mm. t'es pas confronté à la réalité, ça ne marchera pas. Et inversement, si tu fais que échouer en vendant, et que tu vas pas à un moment donné voir un petit peu ce qu'ont fait d'autres personnes qui ont réussi à vendre, bah, c'est très difficile de comprendre ce qui va pas dans telle ou telle situation. Donc c'est vraiment le Exactement. mélange des deux qui fait qu'on progresse. Mm. Ensuite, tu as parlé de l'aversion à la perte. Et ça, c'est vrai que bah, un entrepreneur, il doit forcément accepter de perdre certaines choses parce que, il faut prendre des risques si on veut derrière avoir un gain. C'est le principe du Mm. bénéfice-risque en fait. C'est quand tu prends pas beaucoup de C'est risques, ça. tu n'as pas beaucoup de bénéfices, et quand tu prends plus de risques, tu as plus de bénéfices. Mais aussi, tu as potentiellement des plus grosses pertes. C'est le principe absolu. Et les plus gros entrepreneurs qui gagnent le plus finalement, euh, quand tu vois ce qu'ils ont fait, tu te dis, mais ils sont fous. Ils ont pris des risques inconsidérés. Ils ont emprunté pour des millions à la banque alors qu'ils ne pourraient jamais rembourser, etc. Ouais, mais sauf que Mm. derrière, s'ils n'avaient pas fait ça, leur entreprise serait pas là où elle en est aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Après, il faut prendre des risques par rapport à ce que toi, tu es capable de faire. Mais après, quand même, quand je vois maintenant les risques que j'étais capable de prendre il y a 6 ans et les risques de maintenant, j'ai une autre perception du risque. Et pour moi, ce que je voyais risqué il y a 6 ans, pour moi maintenant, c'est plus du tout risqué. Et, euh, et, et en gros, tu vois, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est parce que, par exemple, quand tu me nommerais la décision la plus difficile, j'ai l'impression, que, pour le moment, j'ai pas eu de grosses décisions difficiles. Vraiment difficiles, difficiles. Parce que, et ça, c'est un peu le secret de la résilience aussi, c'est que je pense avoir la capacité à relativiser, mais vraiment beaucoup. C'est parce que, par exemple, quand voilà, j'ai des amis qui me font, mais comment tu fais 60 mètres carrés pour 4? C'est petit quand même. Je dis, ouais, mais ça va. Je dis, on est en France, alors cinquième ou sixième pays économique dans le monde. On a le chômage, on a la sécurité sociale, on est quand même un super pays pour entreprendre. Tu as 2 ans payé pour entreprendre avec le chômage.
quand même pas mal de choses, tu vois. Et, voilà, j'ai pas de maladie grave, je croise les doigts, je touche du bois. Mes enfants sont en bonne santé, je suis bien, j'ai un toit sur la tête, il est petit, mais il est confortable. Et en fait, je me dis, voilà, le pire du pire du pire, ça serait quoi vraiment le pire du pire du pire du pire? Je me dis toujours ça, c'est quoi le pire du pire du pire du pire? Et en gros, si ma boîte marche pas, ça s'écroule, voilà. J'arrive plus à payer mon prêt bancaire de l'appartement. Alors là, faut vraiment arriver quand même à un point vraiment, voilà, où tu n'arrives même plus à trouver du boulot du coup. Voilà, pendant des mois et des mois. Peut-être voilà, peut-être pendant 1 ou 2 ans. Vraiment, et ma femme perd en plus son boulot. C'est vraiment toutes les merdes qui s'enchaînent. En gros, tous les problèmes qui s'enchaînent. J'ai dit le pire du pire du pire. On a quand même toujours une famille avec qui on est proche, de mon côté et du côté de ma femme. Le pire, on irait retrouver la chambre chez nos parents avec nos enfants chez nos parents pendant 6 mois histoire de se refaire et on retrouve un boulot et au pire, moi je vais travailler au McDo ou quelque chose comme ça. Même si, et je dis pas ça, mais il n'y a pas de sous-métier, hein. Mais j'irai trouver un boulot rapide et on se refait. Tu vois, et en fait, je pense que quand tu penses comme ça, il y a rien de. Alors, faut éviter, et il y a quand même beaucoup d'étapes avant d'arriver à là, tu vois. Donc, il y a pas, je me dis, il n'y a pas énormément de risques, en fait. C'est comme tu dis, c'est le pire du pire du pire. Et puis, la notion de risque, en fait, que tu dis que plus tu avances, moins tu trouves des risques sur des choses que tu voyais risquées avant. Bah, ça, c'est le principe de Mm, la zone de confort, en fait. Comme tu sors de ta mm, zone de confort, elle grandit avec le temps. c'est ça, Et du c'est coup, ça, quelque chose qui avant exactement. était pour toi un risque, quelque chose qui était inconfortable, etc., aujourd'hui, c'est dans ta zone de confort. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui paraît, parce que, en fait, c'est l'expérience qui dérisque, ou qui augmente ta zone de confort, du coup, exactement ce que tu dis. Et du coup, bah, voilà, pour un ami, ce qui paraît risqué, pour toi, c'est pas risqué. Donc, voilà, on n'a pas la même perception des choses, du coup. Et ça, bah, malheureusement, je sais pas comment, ouais. Mais ça, après, voilà, c'est l'expérience qui fait que, à force de faire, de faire, de faire, bah, tu apprends des choses et que tu n'apprends pas forcément dans les livres, c'est en tombant, en se relevant, tombant, se relevant. Après, tu dis, bah non, mais en fait, c'est bon, je vois le risque, il n'y a pas trop de risque, j'y vais, quoi. Alors c'est drôle dans tout ce que tu nous as raconté, en fait, moi j'aurais identifié, je sais pas moi, au moins 3 ou 4 décisions difficiles. Et toi, en fait, ta zone de confort, finalement, avec l'expérience, tu l'as suffisamment élargie pour que bah, ce soit juste, enfin, ce soit des choses que tu relativises et qui pour toi ne sont pas, c'est pas si impressionnantes. Moi, fermer une Mm. entreprise, switcher de projet, c'est quoi, revenir au salariat, c'est déjà des décisions difficiles à mes yeux. Non, pour moi, ça a été, c'est des étapes, en fait, de la vie. Voilà, en fait, j'ai dû retourner au salariat parce que j'avais plus de chômage, ma boîte, je l'avais fermée, j'avais perdu un peu d'argent quand même. Et je me suis dit, de toute façon, il faut bien que je mange. Donc, voilà, j'ai retrouvé un job en 2, 3 mois, qui était plutôt bien, c'était sympa, hein. Mais je savais que dès que je suis rentré, je savais que j'allais pas rester là-bas. Et donc, et du coup, je me suis dit, allez, je fais ce qu'il faut pour faire 2 ans maximum. Et ensuite, et par contre, ouais, au bout de 3 mois, le temps de s'habituer à l'entreprise, au bout de 3 mois, je commençais déjà le midi ou le soir à essayer de chercher des idées, quoi. Parce que je me suis dit, je peux pas rester ici. Donc, du coup, c'est bizarre parce que tu rentres salarié dans une entreprise, mais tu sais déjà que tu vas partir. Et donc, parce que voilà, parce que aussi, j'ai pris goût, entre guillemets, j'ai pris goût à l'entrepreneuriat. Euh, pour moi, en fait, c'était pas juste une idée passagère, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup une mode maintenant. Tu vois beaucoup, tout le monde veut être entrepreneur, etc. Et il y a pas mal d'entrepreneurs qui essaient une fois, qui échouent et qui ne réessayent pas, qui retournent salariés et qui après ne réessayent pas. Et, euh, et c'est pas mal, hein, voilà, c'est peut-être pas fait pour eux, etc. Moi, j'ai pris le goût et pour moi, c'est limite un hobby maintenant. Ça veut dire que par exemple, je vais, euh, je vais boire un verre avec un ami qui est entrepreneur et on parle beaucoup business, entrepreneuriat, immobilier, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. Et quand on a des amis avec nous qui nous écoutent, mais les gars, arrêtez de parler business, arrêtez de parler voilà, du boulot. Je leur dis, mais en fait, c'est pas du boulot. C'est comme si vous parliez de la dernière série sur Netflix que vous regardez. Et ben nous, on parle du dernier bouquin qu'on a lu,
ou du dernier investissement immobilier qu'a fait mon ami, de notre startup, comment elle décolle, etc. Voilà. Et en fait, c'est un hobby, un peu une passion. Et du coup, c'est pour ça. Avant, j'aimais pas lire, et maintenant, j'aime bien lire des livres dans ces sujets-là. Tu veux pas venir à Toulouse pour qu'on ait des discussions comme ça le soir? Ah bah ouais, ouais, carrément. Carrément. N'empêche, là, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'on va peut-être changer notre question, hein. On va arrêter de parler de décisions difficiles, on va parler de décisions complexes. Parce qu'en fait, comme tu dis, il n'y a pas de décisions difficiles. Les décisions, il faut les prendre, dans tous les cas. La question, Mm. c'est est-ce que on doit avoir beaucoup de, qu'on appelle ça, d'éléments à prendre en compte, de critères à prendre en considération pour prendre cette décision. Parce que finalement, une décision où vrai ou faux, bon bah vrai ou faux, en général, ça va vite et c'est plutôt simple. Par contre, des décisions plus complexes qui demandent, où il y a beaucoup comment dire, de comparatifs entre les points forts, les points risques, etc. Bah là, oui, c'est parfois des semaines de réflexion. Non, c'est vrai. Après, voilà, après, tu sais, c'est comme je te disais aussi, c'est que ça dépend vraiment de ta, voilà, de ta perception des choses à toi, qu'est-ce qui est difficile pour toi par rapport à ton expérience, qu'est-ce qui est risqué pour toi, etc. Peut-être que, voilà, baisser son niveau de vie pour une autre personne, et par exemple pour plein d'amis, c'est compliqué. Ouais, mais c'est Je une peux question de comprendre. critères. C'est ce que je disais, c'est une question de Voilà, critères. voilà, c'est une question de critères, de priorité, Voilà. de moi ça n'a pas et je suis pas plus malheureux, au contraire, sur des choses. Moi, je changerais pas ma vie maintenant pour retourner en Sahara, à part si je suis obligé. J'espère que non. Mais voilà, par exemple, pour moi, c'est plus risqué d'être en CDI que d'être à ma place où je suis maintenant. Être en CDI du jour au lendemain, même si on nous fait croire que un CDI, c'est confortable, c'est contrat à durée indéterminée. Le indéterminé, il peut vite s'arrêter, hein. Quand ils ont décidé de te dire au revoir, c'est au revoir. Et plus on vieillit et plus on est sur un siège éjectable. Donc moi, je me suis toujours dit, tant je vieillis, il faut pas qu'à 55 ans, je me fasse remercier, entre guillemets. Donc au moins, là, je suis au sein de mon entreprise. Sauf contexte particulier, normalement, on ne peut pas me mettre à la porte. Donc au final, je suis plus en sécurité qu'être en CDI. En fait, je t'ai menti, il n'y avait pas que 5 questions, il y en a d'autres. Ah, Euh, ok. En fait, on finit par des petites questions du tac au tac. L'idée, c'est des Mhm. questions, tu y réponds rapidement et n'hésite pas à rajouter, à discuter sur ce que tu dis, hein, pour qu'on comprenne finalement ta réponse. Donc, grosso modo, est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe? On peut dire les deux à chaque fois ou pas? Non, en gros, moi, ça dépend vraiment des profils. Nous, au sein de Fizer, on a les deux. Donc, en fait, c'est vraiment les deux. Je préfère avoir un bon prestataire, vraiment. Si je prends un prestataire, c'est qu'il est expert sur un sujet. C'est qu'il est vraiment expert sur un sujet et que j'en ai besoin pour une mission ponctuelle. Voilà, entre guillemets, par exemple. Et après, bien sûr, il y a toujours la notion de coût. Je regarde aussi le coût par rapport à prendre quelqu'un en CDI, avec les charges patronales, le coût réel de l'entreprise, et la valeur, voilà, et voilà pourquoi j'en ai besoin aussi. Voilà. Mais en général, interne, c'est pour job récurrent, prestataire, c'est plutôt pour mission ponctuelle et forte spécialisation, je dirais. Formation ou auto-formation? Auto-formation. Auto-formation parce que moi j'aime bien, en fait je m'auto-forme au quotidien parce que je pense que ce qui est important c'est d'être curieux. Et en fait, quand tu es curieux, tu fouines toujours sur Internet. Il y a énormément d'infos. Et en fait, on est dans une période, dans une époque où toute l'information est disponible sur un ordinateur. Donc en fait, on cherche sur Google, tu as toutes les réponses que tu veux, sur n'importe quoi. Il faut juste savoir chercher et trier l'information parce qu'il y a de la bonne et de la mauvaise. Mais si tu sais, si tu as l'habitude de chercher, de savoir ce qui est bien et pas bien et trier, tu t'auto-formes tout le temps, quoi. Voilà. Après, formation, ça peut être bien aussi pour aller un peu plus vite, des fois. Réseau d'entrepreneurs cool ou structuré avec des règles strictes? Réseau d'entrepreneurs cool.
Ouais. J'ai toujours été dans ce genre de réseau d'entrepreneurs cool et je pense que ce qui fait le réseau de quelqu'un, c'est les relations humaines. Donc en fait, au final, mieux vaut être cool et un tout petit peu moins professionnel. Ça veut pas dire qu'on n'est pas pro, mais voilà, on créera des meilleures relations en étant cool qu'en étant très pro, mais hyper froid, rigide, etc. Je Tu pense. en as testé plusieurs des réseaux? Là, je suis dans un accélérateur de start-up à Lyon, mais après, dans ma première entreprise, j'étais dans des incubateurs, des réseaux, oui, à Lyon. À un moment, j'étais au BNI. Alors, BNI, je suis pas resté longtemps, j'ai fait 3 sessions BNI, et en fait, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que c'est pas mon truc. C'est pas aussi forcément euh, les genres d'entrepreneurs que je côtoie au quotidien. Voilà, en tout cas dans le BNI où j'étais. Donc ça allait pas avec moi, avec mon environnement, avec ma mentalité. Mais après, ouais, non, c'est des accélérateurs de start-up, des incubateurs, des réseaux comme ça. Après, l'entrepreneur est quand même toujours un peu solitaire, hein, je pense, en fait. Mais bon. Après, c'est beaucoup ouais, du réseau aussi, euh, des groupes en virtuel, hein, sur, euh, sur des réseaux, des masterminds en ligne, des choses comme ça peut se faire aussi, hein. Est-ce que pour toi, le téléphone et les emails sont amis ou ennemis? Amis, à 100% amis, parce que je pense que ça te fait gagner un temps de dingue. Parce qu'en fait, pour moi, c'est, pardon, c'est ce que je disais à mes sales, c'est que le business, ça existe depuis toujours, en fait. Depuis les Romains, depuis le Moyen-Âge, il y a toujours eu de la vente, du commercial, sauf qu'avant, il n'y avait pas le téléphone et il n'y avait pas les emails. Donc, tu es obligé de te déplacer, aller déjeuner avec les gens, serrer la main, rencontrer les gens. Et là, en fait, du coup, l'email et le téléphone, c'est super parce que moi je suis basé à Lyon, je peux vendre à Paris, à Marseille, à Bordeaux, n'importe où, sans être obligé de prendre le train pour y aller. Donc c'est quand même super. Donc, et après, ça n'empêche pas d'y aller plus tard. Mais en tout cas, nous, par exemple, on vend partout en France, on vend en Europe. Je me suis jamais déplacé. Et c'est téléphone, email, visio. Donc pour moi, c'est essentiel. C'est ouais, hyper important. Est-ce que tu es plus journée type ou chaos organisé? Moi, je dirais plutôt chaos organisé. Parce que j'ai quelques petites routines, mais en fait, je suis assez flexible sur mes journées, etc. T'as quoi comme routine? Comme routine. Alors moi, je suis pas l'entrepreneur qui se lève à 5 heures du mat, comme il y en a qui disent, ouais, il faut se lever à 5 heures du mat, il faut faire 20 heures par jour et dormir 4 heures. Je trouve que ça sert à rien. Mais non, mais moi, je me lève tous les jours à 7 heures. Ah, par contre, si j'ai une routine mais qui est pas bonne, c'est là, ça a tendance un peu à disparaître, mais pendant plusieurs mois, c'était ça. C'était tous les jours à 4 heures du mat, j'ai mes yeux qui s'ouvrent et je regarde mes mails dans le lit. Alors ça, c'est n'importe quoi, mais c'est pas quelque chose que je conseille. Ça, c'est une routine. Voilà, une routine qui n'est pas une bonne routine par contre, je pense. Après, si, j'ai mes routines, je cours 1 ou 2 fois par semaine obligatoirement. Voilà, quand même une routine, etc. Et après, si, après, j'ai mes routines parce que c'est mes obligations familiales. Par contre, je prends le temps d'emmener mes enfants et aller les chercher à l'école. Donc ça, c'est obligatoire. Je ferai pas l'impasse sur ça. Voilà. Donc ça, c'est des routines de vie perso qui sont hyper importantes. Comme je dis à d'autres amis entrepreneurs, c'est moi je préfère on fait un marathon, on fait pas un sprint. Donc si c'est pour faire un burn-out parce que tu bosses 12 heures par jour ou 15 heures par jour, ça rime à rien quoi. Donc voilà, je fais des heures normales, des fois un peu plus s'il faut tirer, des fois le samedi matin ou dimanche matin. Pendant les vacances, je regarde toujours mes mails. Ouais, en fait, tu coupes jamais vraiment. Mais par contre, voilà, je garde un équilibre vie pro, vie perso. C'est assez important. Est-ce que tu es lecture, vidéo ou podcast? Les trois. Alors là, je peux pas choisir parce que ça dépend de. Quand je suis en voiture ou en vélo, ça va être podcast. Ou en course à pied, c'est podcast. Quand c'est chez moi dans le canapé tranquille, c'est vidéo. Et lecture, c'est en général. Avant, je lisais un peu des blogs, mais plus maintenant. Maintenant, lecture, c'est le soir avant de me coucher, souvent. Le week-end, j'ai un bouquin et je lis dans le lit avant de me coucher. Donc c'est vraiment les trois en fait. Est-ce que tu es sport ou art?
Plus sport quand même. Plus sport, même si du coup j'ai un business qui est tourné un peu autour de l'artistique. Mais c'est plus, ouais, je fais un peu plus sport quand même. Bon, pour l'instant, on n'a eu encore aucun artiste, hein. Ouais, c'est vrai. Pourtant, on a eu beaucoup de métiers avec des artistes. On a même Même, reçu un on a musicien. eu un chanteur, Sofiane, qui nous a dit qu'il était plus sport que art. Ouais. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Non, mais en plus je te dis ça et pourtant je fais de la guitare, un peu de piano, un peu de. Mais non, je suis plus. Après, ça dépend. En ce moment, je fais un peu moins de sport qu'avant. Mais là, par exemple, je me suis remis un peu plus à la guitare, au piano. Donc, mais globalement, quand même, depuis plusieurs années, je suis quand même plus sport que art. Bon, de toute façon, on a le droit aussi de ne pas les dissocier, hein. Oui, et tu as le droit de changer de passion en fonction ouais, en fonction, De la euh, vie. voilà, de la vie, quoi. Tu peux être, à un moment, j'étais très guitare, maintenant je suis beaucoup moins. Là, depuis quelques années, je suis plus course à pied, je suis un peu moins là, mais là, ça va revenir. Et peut-être que dans quelques années, je ferai golf, parce que j'ai toujours ça en tête, d'apprendre le golf. Ça se trouve, dans quelques années, je serai à fond golf, je sais pas. Donc, j'ai- Tiens, ça c'est une question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ton entourage, ou est-ce que dans tes amis, ça a changé? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des relations que tu as moins avec certains et plus avec d'autres depuis que tu es entrepreneur? Alors, je pense que ça a un peu changé, ouais. Alors malheureusement, mais bon. Pourquoi? Parce que, comment dire? Euh, comment dire? En fait, mes amis qui sont salariés et moi qui suis entrepreneur, quand même, le boulot prend beaucoup de place dans la journée. C'est comme 70%, je sais plus combien exactement, mais c'est dans les trois quarts de la journée, quoi, entre guillemets. Et du coup, les sujets sont, des fois, quand tu vois tes amis, tourner autour de ça, comment ça va te bouffer, etc. Et tes centres d'intérêt changent aussi. Du coup, tes cercles d'amis peuvent s'élargir et changer un peu. Et je vois que des fois, avec certains amis, oui, il y a un peu plus de distance, des fois. On s'apprécie toujours, mais par exemple, on a un peu moins de centres d'intérêt, des fois, qu'avec d'autres. Et par contre, j'ai rencontré d'autres amis avec qui on partage des sujets à propos de tout ce qu'on s'est dit pendant cet épisode. Donc, on parle de ça. Donc, en fait, voilà, on se crée aussi d'autres connexions, d'autres amis, etc. Après, ça ne veut pas dire que ce sont plus tes amis, mais c'est on- c'est une période de vie où en ce moment, on a peut-être un peu moins d'atomes crochus avec certains, mais avec d'autres, non, ça a jamais bougé, ça se passe toujours aussi bien. Après, oui, par contre, je vois que souvent, et ça c'est avec d'autres entrepreneurs, on en a déjà parlé, mais souvent, malheureusement, tes amis ne posent pas beaucoup de questions sur ton business, quoi, ou sur ton activité. Alors tu sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que ça les intéresse pas du tout, ce que je peux comprendre aussi? Est-ce que c'est un peu de se dire, ah, j'aurais bien aimé le faire, mais j'ai pas osé, donc je suis un peu frustré, donc je pose pas de questions. Voilà, je sais pas. Ça, je sais pas trop. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression que c'est comme quand j'ai commencé à travailler dans l'informatique, dans le développement. Ma famille me posait jamais de questions, mais je pense que c'est parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas, qu'ils comprennent pas forcément. C'est une piste. Ouais, peut-être aussi qu'ils ont posé des Mm. questions à un moment donné et que, comme toi, tu es dedans, tu leur as répondu habituellement, mais que comme eux, ils ne le sont pas, ils n'ont pas forcément tout compris, ou ils ont cru tout comprendre et que et du coup, ils n'ont pas besoin de poser de nouvelles questions, tu vois. Après, Oui, oui, inversement, oui. il y a des personnes aussi, moi j'ai un entrepreneur qui me disait que lui, à chaque fois qu'il voyait ses amis, il lui posait la question de comment ça va le business. Ça va les affaires? Et lui, au bout d'un moment, il disait, mais en fait, j'en ai marre, si je sors avec vous boire un coup, c'est pas pour qu'on parle du business, c'est aussi pour que je me détende. Et, euh, et, Oui, non, mais c'est et clair, du c'est clair. coup, j'en ai marre que vous me posiez toujours cette question-là, quoi. Mais Donc bon, des peut-être fois, il aussi y que a c'est quand pas même un pour dire. gap entre toujours poser et de jamais poser. C'est ça, Tu vois exactement. ce que Et, je veux dire? Et des fois, moi, j'ai des amis qui ne me posent jamais la question. Et bizarrement, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que, après, moi, je suis pas trop quelqu'un à en parler beaucoup. Si on me pose pas la question, j'en parle pas parce que voilà, j'aime bien aussi, comme tu dis, c'est que je sors du boulot, j'ai envie de parler d'autres choses aussi, donc ça me dérange pas. Mais ça fait toujours plaisir. C'est l'être humain, on aime tous quand même qu'on nous pose des questions, savoir comment ça va. Donc c'est naturel. Et des fois, ouais, bah,
C'est comme ça, et j'en parle des fois à ma femme, et des fois, bah ouais, on comprend pas. Mais je pense que oui, ça change quand même, je te dirais dans quelques années, si c'est voilà, mais je pense que ça change un peu les relations. Malheureusement, je trouve que c'est dommage. Après, de toute façon, on est tous, voilà, comment dire, on évolue. Il y a un sujet de discussion qui, par contre, là, c'est vraiment le truc où c'est hyper compliqué une fois qu'on est entrepreneur avec nos anciens amis qui, eux, bah, nos amis, pardon, ils sont pas anciens, ça reste des amis, mais qui sont salariés. C'est le genre de sujet de discussion sur le N+1, sur le manager. C'est ah là là, j'ai mon manager j'en ai marre, il me pose Hum, ça, etc., etc. Quand tu entreprends et que du coup tu n'as plus de N+1 et que tu n'as que des N-1, N-X, tu peux plus vraiment être dans ce genre de discussion. Parce qu'en plus, tu hum, comprends pourquoi le manager de la personne en question a eu tel comportement. Et du coup, c'est un peu bizarre. Parce que tu peux plus vraiment être Oui, dans le non, même c'est vrai. délire, quoi. Tu peux pas partager en C'est fait vrai que t'as l'empathie. pas. Ouais, oui. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et même en plus, moi, quand j'ai des amis qui me racontent leurs problématiques au boulot, des choses comme ça, quand je les vois bosser des fois comme des fous, mais pour des fois, je me dis, mais en fait, c'est un faux problème, quoi. Il y a des trucs, c'est pas grave. Ou alors se casser la tête pour un truc parce que ton chef t'a fait telle réflexion ou parce que t'as pas réussi à livrer ça à temps, mais l'entreprise ne va pas couler, quoi. Et en fait, on a une autre personne. C'est un peu comme, tu vois, ce qu'on se disait avant, là, sur la perception du risque et tout. Et là, en fait, on a une autre perception des choses. En fait, des fois, ils me racontent leurs problèmes. Alors, j'essaie de comprendre et je fais tout pour comprendre. Des fois, je leur dis, mais cool, en fait, c'est pas grave, en fait. C'est franchement, il y a vraiment rien, c'est vraiment pas grave. Par si vraiment ça fait 6 mois que tu fais pas ton chiffre, ou ça fait 6 mois que tu n'arrives rien à délivrer, là oui, ça commence à être un peu critique, mais franchement, des fois, il n'y a rien de vraiment critique. L'entreprise va pas couler parce qu'il y a un truc que tu as livré un jour en retard. Ou des fois, quand je vois que voilà, j'ai des amis qui se connectent le dimanche pour faire un mail, pour qu'ils partent dimanche parce qu'ils n'ont pas pu l'envoyer vendredi, honnêtement, ça attend lundi matin, ça va pas changer les choses. Des choses comme ça. Et c'est un peu ce que tu disais du coup, c'est que on a des perceptions différentes et sur les managers aussi, sur tout ça. Ouais. Quand tu as un problème comme tu dis, où toi tu as l'impression que c'est pas grand-chose, et que toi à côté de ça, tu as ton client qui te fait 60% de ton chiffre d'affaires qui vient de te dire qu'il a arrêté avec toi, Mm, bah, en fait tu peux pas le dire à ces amis-là parce qu'en fait c'est tellement disproportionné en termes de problématiques mm. que ça ferait bizarre. Bon Oui, bref, c'est ça, c'est ça. Après, pour eux, c'est des problèmes importants, et ce ouais, que je peux comprendre aussi. bien sûr, c'est une question de perception, on est d'accord. Voilà, Leur c'est ça, prisme, c'est leur fiche exactement. de poste, en fait, et leurs objectifs annuels. Donc, forcément. Mm. Mais après, moi, je trouve que c'est bien d'être salarié, c'est juste, heureusement que tout le monde ne veut pas être entrepreneur, sinon ça serait compliqué. Et peut-être qu'un jour je reviendrai salarié, j'espère pas, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est bien aussi, tu peux vraiment t'éclater en étant salarié, il y a des super jobs, je trouve que c'est top. J'ai des amis qui s'éclatent, il y en a d'autres qui gagnent très bien leur vie, sont très confortables, etc. Ça se passe très bien. Moi, c'est juste que c'est pas ce que je souhaite maintenant, mais voilà. Mais moi, je vois des amis qui sont très heureux et je pense que c'est une autre voie, mais c'est une tout aussi belle voie, quoi. Voilà. Dernière question, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance? Bah, d'être curieux et de se mettre dans les sujets. En gros, c'est comment dire, de faire soi-même les choses au début. De faire soi-même, ça veut dire être multitâche, apprendre à faire des choses avant de déléguer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, ah, je sais pas faire ça, allez, je vais prendre un prestat, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Je vais le faire faire. Je pense que surtout au début, après, si tu as l'argent, c'est encore différent, mais bon, si tu es un multi-entrepreneur, tu l'as déjà fait toi, maintenant tu sais, tu as tes partenaires, tu sais que tu peux déléguer ça, parce que tu peux faire confiance et tu as l'argent pour payer les gens. Et parce que c'est pas ta première boîte, oui, tu peux le faire comme ça, mais quand c'est la première fois que tu lances un business, je pense que c'est bien de se retrousser les manches et savoir faire soi les différents métiers de l'entreprise. Même si c'est que 2 mois, pour au moins comprendre ce que tu délègues. Pour moi, je délègue pas quelque chose que je ne sais pas faire, tu vois, typiquement, ou que je ne sais pas faire à minima.
Ça veut dire concrètement, je sais faire de la vente, bah, maintenant j'ai des sales. Je sais faire du site web, bah, bientôt j'aurai peut-être un web designer qui va sûrement arriver, etc. Un webmaster, voilà, un développeur web. Le recrutement, on le fait nous. Il y en a qui externalisent le recrutement, nous, on le fait nous. Plus tard, quand on aura les sous, peut-être qu'on l'externalisera, mais on saura ce qui est important dans le recrutement pour nous. La compta, au début, on la faisait nous. Maintenant, on a un comptable. Au début, la compta, au début, moi, je faisais tout. Je faisais même la compta, je faisais tout. Mais au moins, je sais, je comprends ce que c'est qu'un bilan, un compte de résultat. Je sais ce que c'est qu'une marge. Je sais ce que c'est que... Voilà, et donc, du coup, je peux demander à mon comptable, entre guillemets, voilà, j'aimerais que qu'est-ce que tu penses de cette marge-là? Moi, je pense qu'on peut augmenter par rapport au coût ici, et qu'est-ce qu'on peut coter, etc. Et il y a plein de choses comme ça, tu vois. Par exemple, les sales, maintenant, je commence à en avoir. J'en ai 2 qui sont arrivés il y a pas longtemps. Et je les forme parce que je l'ai fait avant. Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleure légitimité de savoir le faire avant, de l'avoir fait avant. C'est que si tu l'as fait avant, tu vas pouvoir l'expliquer. Et en plus, les gens te font confiance parce que tu l'as fait. Et en plus, tu sais, si par exemple, moi, je suis capable de faire 25 rendez-vous par mois de prospects, avec de la prospection, si j'ai un sales qui me dit non, moi j'en fais que 5 par mois maximum, je peux pas faire plus, je dis non, c'est pas vrai. Parce que moi j'en fais 25. Alors peut-être que je suis le CEO et peut-être que j'ai une implication qui est peut-être plus forte, avec un discours de vente qui est peut-être meilleur, mais toi, au pire, tu fais 3/4. Donc tu vas en faire 17, 18, 20, allez. Mais tu peux le faire, parce que moi je l'ai fait avant. Et pareil pour le recrutement, pour tout ça. Et je pense que c'est important de savoir faire au début pour comprendre tous les métiers. Alors, c'est vraiment la perception des choses, hein, mais pour comprendre tous les métiers à minima de l'entreprise. Et pour comme ça, après, plus tard, parce que plus tard, le rôle après du CEO, c'est de pas être les mains dans chaque tâche, mais c'est d'être le seul à peu près à avoir une vision globale de l'ensemble. Et au moins, tu sais ce que tout le monde fait. Par contre, tu as des experts en dessous, de partout, et toi, tu es le seul à peu près à savoir, à connaître tous les métiers. C'est plus toi l'expert, parce qu'après, tu as des experts dans chaque métier. Mais si ton dev, il te dit, pour développer cette fonctionnalité, il me faut 2 mois, alors que toi, tu sais qu'il faut une semaine, voilà quoi. Au moins, tu as, la légitime aussi pour piloter, embaucher, donner ton avis, et tu comprends ce que les autres font. C'est important de comprendre ce que les autres font quand même. Merci beaucoup, Eric. Voilà. Est-ce que tu Bah, aimerais... merci à vous deux. Merci Eric. On a fait le tour de toutes les questions. Je vais poser une dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet ou, Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc Eric Chafanel, CHA2FANEL. Et après, via mon adresse mail, donc vous pouvez m'écrire aussi, pour les gens qui souhaitent, un message sur LinkedIn. Je réponds en général à tous les messages, j'essaye. Et mon adresse mail, c'est eric@feezer.com, FEAZER.com. Voilà. Ça marche. Merci Eric. Merci Eric. À la prochaine. Merci, à très bientôt.